Bonjour à tous, d'Emma Donol. Nous sommes réunis à Kervreis avec son président Jan-Bert Tilnon pour évoquer la mémoire de notre camarade Guillaume Faye qui a quitté ce monde dans la nuit du 6 au 7 mars. Jan-Bert Tilnon, vous connaissiez Guillaume Faye depuis un certain temps, je crois. Oui, ça fait 40 ans. J'ai rencontré Guillaume Faye la première fois lors d'une conférence qu'il donnait dans le cadre de l'association Grèce sur le mythe du héros. Et je dois dire que j'avais été impressionné par ce personnage, par sa verve, par la force de son discours et sa manière très didactique de présenter l'enseignement classique gréco-romain, celto-germanique, indo-européen en général, et particulièrement sur le mythe du héros. J'en profite pour dire que il était bien inspiré pour donner cette conférence, car il est resté pour moi un héros toute sa vie depuis, et il l'a prouvé très récemment, puisque depuis un an et demi, il savait qu'il avait un cancer du poumon et qu'il a refusé de manière suicidaire de se faire soigner pour finir son ouvrage, son dernier livre qui est un peu son testament, titré Guerre civile raciale, qui vient juste d'être livré par l'imprimeur aujourd'hui même dans les librairies, 2 jours après son départ vers l'au-delà. Sacré Guillaume, t'aurais pu attendre 2 jours de plus pour l'avoir dans les mains. Il a attendu le dernier moment, quand il a remis son manuscrit à son éditeur, son nouvel éditeur, le jeune Daniel Conversano, et c'était le 5 novembre 2018, et 2 jours après, il ne pouvait plus bouger de chez lui. Le 7 novembre, il a appelé le SAMU pour qu'on vienne le chercher et pour être hospitalisé. Et évidemment, depuis 4 mois, il a reçu beaucoup de soins différents. Il a même refusé certains soins que je lui conseillais, comme l'immunothérapie. Mais sa maladie était trop avancée et il a fini par nous quitter à l'hôpital Sainte-Périne, dans le 16e. Et je dois dire que on avait beau s'y attendre, mais la mort d'un ami que l'on connaît depuis 40 ans est toujours un choc. C'est très triste. Un ami, là on parle du terrain affectif, mais sur le terrain des idées. Comment s'est passée votre collaboration puisque donc vous êtes sur le terrain de Breiz. Guillaume Faye était donc un européiste convaincu. Comment articuliez-vous vos deux pensées? Est-ce qu'il y a eu des oppositions? Ah oui, on s'est toujours entre guillemets disputé. Nous avons eu de nombreuses polémiques. Nous nous sommes même fâchés quelquefois, car lui avait tendance à tout ramener à un problème racial, alors que moi j'ai toujours eu tendance à tout ramener sur le terrain social. Hein, je venais d'une formation marxiste dans les années 60, et ce qui ne m'empêchait pas d'être autonomiste breton au MOB avec Yann Fouéré. J'étais passé par le
PSU en revenant de la Légion étrangère en Polynésie dans les années 70. Donc j'ai toujours même tendance à raisonner en termes de lutte des classes. Et Guillaume raisonnait surtout en termes de lutte des races. Mais nos débats étaient fructueux. Et je lui apportais des arguments qu'il utilisait largement dans ses publications. Par exemple, j'avais attiré son attention sur le portrait du colonisé et le portrait du colonisateur rédigé par Albert Memmi, le Tunisien, et aussi sur des livres comme Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Et j'attirais toujours son attention sur le fait que la Breizh avait été colonisée par l'État français jacobin et était devenue Bretagne, peuplée de provinciaux bretons, et non plus de nationaux braisons honnêtes. Et je lui faisais remarquer que la France et l'Europe, qui le préoccupaient beaucoup, étaient dans la même situation maintenant par rapport à l'invasion de l'impérialisme américain et du modèle cosmopolite donc des USA. Et ce qu'il remettait en question ensuite dans son livre La colonisation de l'Europe, à juste titre, était aussi la reproduction de la colonisation de la France en Afrique et jusqu'en Indochine. Le portrait du colonisé est le portrait de l'aliéné dans une société qui n'est pas la sienne, dans laquelle il est déraciné. Et l'homme européen aujourd'hui est déraciné sur son propre territoire dans une société qui n'est pas la sienne. Ce qui conduit à toutes les folies possibles et inimaginables, à tous les crimes, les attentats terroristes, les crimes de pédophilie. En fait, c'est la reproduction du modèle américain criminel, où il y a toutes sortes d'assassinats, de meurtres collectifs, etc., qui arrivent dans les colonies américaines que nous sommes dans les pays d'Europe. Oui, nous avons souvent parlé d'ethnopsychiatrie, du centre Georges Devereux, de Toby Nathan, que j'ai accueilli ici, qui est un camarade, ethnopsychiatre, à propos de la société occidentalo-américaine comme société de malades mentaux par déracinement culturel. Alors, est-ce que vous pensez que ce type de pathologie est lié au concept d'ethnomasochisme dont parlait Guillaume Faye? Absolument, oui, là il a raison. C'est-à-dire que le colonisé devient un esclave et il est soumis, donc. Et pour se rassurer, il cherche à devenir dominant en s'identifiant à son maître, à son patron, à son dominant. Donc cette soumission conduit à accepter tout le discours du modèle dominant, à se soumettre à toutes les religions que ce modèle dominant lui propose dans la société, dans le cercle des croyances. Le dominant étant dans le cercle des connaissances, donc de l'autorité, du pouvoir. Et le dominé, lui, reste
à la base, à consommer ce que veut bien lui faire croire le patron, le Alors, pouvoir. dans ses textes théoriques, Guillaume Fay n'emploie pas ce terme de dominant, mais il parle de société inégalitaire, de nécessaire hiérarchie dans toute structure étatique et politique, et évoque une nécessaire articulation entre démocratie et aristocratie. Alors, je sais que le concept d'aristocratie vous est cher. On sait qu'il y a une aristocratie brésonne qui a été et qui est appelée à redevenir active dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces concepts-là, de hiérarchie, aristocratie? Ah oui, hierosarkos donne hiérarchie. Hierosarkos, c'est le pouvoir sacré. Aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs. Hein. Donc, effectivement, dans une société européenne, c'est-à-dire de l'Europe européenne et non pas de l'Europe américaine, soumise à Wall Street et aux banquiers du grand marché mondial, hein, qui a besoin de détruire les peuples et les frontières et toutes les limites, de manière à atomiser les peuples pour en faire des individus corvéables et manipulables à merci. Donc l'aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs, donc c'est le pouvoir de ceux qui peuvent donner l'exemple et que de ceux qui ne fonctionnent pas avec des croyances, comme dans la base de la société, mais qui fonctionnent avec des connaissances. Hein, dans la tradition indo-européenne, hein, qu'on retrouve dans le monde gréco-romain et celto-germanique, c'est le pouvoir des initiés, qui ont été des philosophes suffisamment longtemps, hein, pour avoir la meilleure formation possible et devenir des initiés, hein, des auteurs, hein, qui font autorité, hein, pour pouvoir se permettre de diriger le pays, et de montrer l'exemple, ce qui n'est pas le cas actuellement. Hein, en période de décadence, hein, ce sont les plus malins ou les plus riches, ou ceux qui sont au service des plus riches, qui accèdent au pouvoir. Non pas par la qualité qu'ils représentent, mais par la quantité de richesses qu'ils peuvent gérer. Ce qui n'a rien à voir avec la société européenne traditionnelle. Guillaume Fay parlait souvent de la décadence européenne comme justement une descente dans la réduction aux besoins immanents et une perte de la transcendance et de la notion de sacré. Alors là, j'ai envie de vous parler du paganisme. Guillaume Fay était-il païen? Ah, totalement. Je veux dire, ce qui l'intéressait, il respectait l'Église catholique romaine, comme moi-même d'ailleurs. Il respectait tout l'aspect philosophique, donc païen, hein, de la tradition catholique romaine qu'on retrouvait dans l'Église. C'est-à-dire que le pape a remplacé l'empereur. Les prêtres en noir ont remplacé les soldats des légions romaines, et les cardinaux et les évêques ont remplacé les officiers et les généraux. Hein, l'Église catholique romaine a bien été obligée de tenir compte de ce qui l'avait
précédé comme ordre social. Et Guillaume était païen, évidemment, puisqu'il était philosophe. Et ce sont les chrétiens purs et durs, qui ont nommé païens les philosophes de la tradition héritier de l'Antiquité gréco-romaine et druidique dans le monde celtique. Païen, philosophe, c'est un pléonasme. Pour revenir sur le terrain de l'économique, vous parliez de votre angle d'analyse qui était davantage économique et pour Guillaume Faye davantage ethnique. Mais là où vos deux pensées pouvaient se rejoindre, c'est dans la notion d'économie organique. Oui. Bon, moi, de toute façon, dès le départ, grâce à ma mère, qui était une vieille anarchiste de la fédération anarchiste, j'étais fédéraliste. Je me suis intéressé très tôt au fédéralisme. Et c'est pour ça que j'ai fait le pont avec... j'ai passé le pont avec le mouvement Lemzao, le mouvement breton, que j'ai découvert surtout par le MOB, Mouvement pour l'organisation de la Bretagne de Yann Fouéré, qui était l'auteur de l'Europe au sans-drapeau et un théoricien du fédéralisme. Le fédéralisme consistant à fédérer les peuples dans un grand empire, mais aussi les individus différents, quelles que soient leurs idéologies différentes, opposées, contradictoires. C'est ce qui m'a amené à fréquenter des gens de l'extrême gauche et des gens dits de l'extrême droite dans le système français jacobin. Et Guillaume était d'accord avec moi quand je lui parlais du principe de subsidiarité, à savoir le principe de démocratie directe, et non plus représentative. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les peuples dans les cantons et dans les régions élisent leurs propres représentants à un niveau cantonal et régional, et non pas directement à un niveau national, des gens qui ensuite leur échappent complètement, qu'ils ne peuvent plus contrôler et qui décident à leur place, très souvent contre leurs intérêts. Et la démocratie directe, que les Gilets jaunes appellent le référendum d'initiative citoyenne, permet à la base, en partant du bas vers le haut, de toujours contrôler ces décisions dans l'intérêt local et non plus dans un intérêt national ou mondial qui leur échappe, avec des décisions qui sont prises à la tête de l'État centraliste dans l'intérêt de banquiers new-yorkais. Alors, ça nous amène à la notion de territoire, parce que justement, dans ces textes sur la possibilité d'un empire européen, Guillaume Faye attache de l'importance au territoire comme lieu d'enracinement ethnique. Le paradoxe, c'est que dans tout mouvement politique, le lieu d'enracinement peut très bien être déréalisé, puisque, pour reprendre l'exemple de Lemzao, mouvement breton, vous avez écrit, vous Yann Bertillon, des textes sur justement un nécessaire enracinement dans ce qui n'est pas encore. Et donc à ce moment-là, là, on n'a plus cette notion de territoire physique. Où était enraciné Guillaume Faye ? Dans un futur, on va dire dans un futur empire européen, ou est-ce qu'il avait un territoire d'enracinement ? Comment se situait-il par rapport à ça ?
Oui, alors, moi j'ai eu une formation quand j'avais 22 ans, 23 ans, dans le mouvement ESB, Emsao Stadelbreis, mouvement étatique de Breizh. Et à l'époque, nous avions réalisé très clairement que l'enracinement ne pouvait pas se faire dans le déracinement, c'est-à-dire dans une population aliénée, déracinée, qui avait perdu tout sens de son identité, tout sens de son histoire, et même jusqu'à sa langue. C'est-à-dire qu'une population aliénée qui devient autre qu'elle-même dans l'histoire, qui s'identifie totalement à son voisin qui l'a colonisé, dominé, ne peut pas être un lieu d'enracinement. Car l'être humain est un animal historique, donc politique, puisque tout ce qui est historique, tout ce qui devient historique est d'abord politique, n'est pas une plante qu'on enracine dans la terre d'une région. Le lieu d'enracinement, c'est l'État, c'est-à-dire ce qui forme l'élite d'un pays, l'autorité, ceux qui dirigent, et ceux qui font connaître le pays et la population dans le monde. Donc qui donnent une civilisation, une identité qui est réalisée par les productions culturelles de ce peuple. Avec Guillaume, je discutais souvent de l'enracinement, non pas dans le passé, dans la nature, mais dans la culture du futur, puisque la civilisation européenne que nous souhaitons n'existe pas encore au niveau de toute l'Europe, elle n'existe que potentiellement dans un germe de civilisation dans les mouvements européens actuels, qui ont la volonté de créer dans l'histoire. Et à la suite de ça, il a produit son œuvre remarquable, l'archéofuturisme. C'est-à-dire qu'en s'enracinant, comme je lui avais fait remarquer, dans le passé le plus lointain, celtique, de la France gauloise et de la Bretagne, etc., et gréco-romain, etc., pour retrouver nos valeurs, et en nous projetant dans l'avenir, pour créer une nouvelle structure européenne au niveau du continent, même de Brest à Vladivostok, comme j'avais apporté l'idée dans le cercle Maxen-Vlédic. L'Euro-Sibérie, dont parle Oui, Guillaume Fay. Ça c'est Guillaume Fay qui disait l'Euro-Sibérie. Ouais, c'était un concept qui a beaucoup plu à nos amis russes quand nous allions à Moscou. Et donc la structure européenne futuriste est à la fois enracinée dans nos valeurs indo-européennes de l'Antiquité et dans l'avenir, donc dans le mouvement. Je le répète parce qu'on ne peut pas s'enraciner dans le déracinement. Ce qui nous permet de dire que la période judéo-chrétienne de l'Europe est une période à mettre entre parenthèses, qui nous a beaucoup servi pour faire notre unité. Mais maintenant, nous devons aller plus loin. C'est ce qu'on pourrait appeler la pensée radicale, au sens où elle retrouve les racines.
Parce que c'est un terme qui était, c'est une expression qui était employée par Guillaume Fay, la pensée radicale, non pas comme une pensée extrémiste, mais comme une pensée qui retourne aux racines. Qu'en pensez-vous? Oui, absolument, oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir recours au passé, et non pas retourner. C'est un recours, c'est pas un retour au passé. Il faut trier, et ça c'est le travail des philosophes, et non pas des religieux, hein, qui doivent faire une activité de recherche pour trier ce qui peut nous servir dans la tradition, dans le passé, le plus lointain, pour le futur. Puisque nous sommes dans un monde égalitariste judéo-chrétien qui, aujourd'hui, sert d'idéologie de base et de justificatif à l'économie mondialiste qui détruit la planète, qui détruit le monde vivant. Donc il y a forcément une révolution à opérer, hein, au sens de retournement, de revolvere, c'est-à-dire du retour du passé vers le futur, avec de nouvelles structures étatiques à produire pour différentes civilisations dans le monde, qu'elles soient européennes, africaines, sud-américaines, asiatiques, hindoues, etc. Mais le projet économique totalitaire issu du judéo-christianisme est en train de détruire l'humanité. Le système capitaliste marchand mondialiste d'exploitation des ressources de la planète de manière continue depuis au moins un siècle a forcément ses limites. Il arrive à sa fin, puisqu'il arrive à la fin des ressources sur lesquelles il est basé. Donc c'est aussi la fin de sa religion, de son idéologie, au profit de la connaissance, de la philosophie. Oui, ce qui nous amène à l'idée de la convergence des catastrophes, chère à Guillaume Fay, oui. Puisqu'il avait justement développé cette théorie que grâce à cette catastrophe qui vient, et avec différentes lignes de force qui se conjuguent pour précipiter l'histoire dans un basculement, c'était là la chance de toute révolution possible. Guillaume était un grand inspiré. Guillaume Fay a incarné une âme de chevalier qu'on a baptisé Fawet dans le cercle Maxen-Blédic à partir de 1985. Celui qui nous quitte, c'est le corps physique et psychique qu'on appelle Guillaume Fay. Fay étant l'identité du corps physique donnée par la filiation biologique des parents. Guillaume étant le nom de baptême du corps psychique qui est donné à la naissance. Ensuite, le troisième corps, qu'on appelle le corps métaphysique, c'est-à-dire l'âme, qui est incarnée dans les deux premiers, qu'on appelle soma et psyché en grec. Donc le troisième, le corps métaphysique, le corps spirituel, nous. Donc soma, psyché, nous. Fawet se désincarne lentement ces jours-ci de Fay et de Guillaume, c'est-à-dire du soma et de psyché. Et l'âme de Guillaume Fay, Fawet, son chevalier, était incarné
pour une mission, de toute évidence. Hein, ce que n'ont pas compris beaucoup de ses détracteurs. Hein. C'est-à-dire que Faouët était au service, par l'intermédiaire de la personnalité Guillaume Faye, au service de l'idéal de la Renaissance européenne. Oui, le service était très important pour lui. Il disait souvent je veux servir mon peuple. Ça, c'était quelque chose que j'ai entendu de lui. Oui, oui, oui. Faouët, bon, c'est le nom de chevalier, et Guillaume Faye, c'est le cheval. Ça, c'est la monture. Nous sommes tous les initiés, à un degré plus ou moins élevé, comprennent cela. C'est-à-dire que leur monture physique, leur personnalité, n'est qu'un outil au service de leur esprit incarné dedans. Hein. Et ils ont très souvent parfaitement conscience d'une mission à accomplir et d'un devoir à réaliser. Guillaume a tout sacrifié dans une société qui n'était pas la sienne pour réaliser son devoir, sa mission. Et il y est arrivé car il repart vainqueur, puisqu'il a réussi à publier contre vents et marées en changeant peut-être 5-6 fois d'éditeur, de pseudo, de pseudonyme, il se faisait appeler Barbès, il se faisait appeler Gérald Fouché, il se faisait appeler Corvus, il se faisait appeler Skyman, hein, l'homme du ciel. Et en fait, c'est Faouët, l'homme du ciel, qui est reparti, qui repart lentement vers le ciel. Ça, c'est évident. Donc, oui, ce qui est étonnant, c'est que Guillaume Faye parlait de révolution comme d'une métamorphose. Et on a vraiment l'impression dans son parcours de vie que la vie incarnée de Faouët a été une suite de révolutions. C'était la révolution permanente, c'est-à-dire c'est l'homme des métamorphoses. Oui, moi j'ai vu son évolution depuis une quarantaine d'années. Et en parlant de révolution, de métamorphose, on peut parler aussi d'évolution. Car il avait un grand pouvoir d'adaptation. Il savait s'adapter à toutes les différences. C'est pour ça que je pense qu'il était un grand fédéraliste. Il savait adapter les contraires qu'il rencontrait, pour les fédérer vers un idéal commun. Quand je l'ai rencontré, il était au Grèce, et à l'intérieur du Grèce, qui était un mouvement plutôt conservateur, lui apportait une flamme, disons, progressiste. C'est-à-dire qu'il cherchait à remuer, à secouer le cocotier, comme on dit. Et comme il n'arrivait pas à faire passer ses idées, il a fini par quitter le Grèce en 1987 ou 88, je crois. Ça fait un peu plus de 30 ans. Ensuite, nous avons essayé ensemble de faire une revue Diaspad. Nous avons essayé de faire J'ai tout compris, tout ça. Mais c'était trop avant-gardiste. On a toujours tort d'avoir raison avant les autres. Et moi, j'ai quitté Paris, je suis parti en Bretagne, et je me suis consacré, suite à de nombreux textes qui m'ont valu quelques déboires. Moi, ensuite, je me suis consacré à la peinture. Et j'ai continué à écrire pour moi, sans publier. Comme ça, j'étais tranquille pour faire mon travail de peintre et de sculpteur. Et lui, il est passé à ce moment-là, en même temps,
à Skyrock. Il est devenu Skyman. Et il faut dire que Guillaume laissera le souvenir chez tous ceux qui ont le privilège de le connaître, contrairement aux apparences, parce qu'il apparaissait un peu comme farfelu, hein, était un homme fort, très fort et courageux. Et c'était un très grand artiste, un grand acteur, un comédien qui aurait pu réussir une brillante carrière dans le théâtre ou le cinéma. Car il était capable d'improviser spontanément des personnages, d'incarner des rôles très différents. Moi, je l'ai vu jouer le rôle d'un ambassadeur russe, d'un commissaire de police français, d'un colonel de gendarmerie, d'un grand rabbin. Je l'ai vu jouer le rôle de directeur de revue, hein, de nabab. Il se faisait passer pour un émissaire du roi du Maroc. Je l'ai vu jouer le rôle d'un imam à Paris, etc., etc. Alors, il faisait des canulars téléphoniques et il arrivait à jouer parfaitement bien ses rôles. Mais il essayait toujours de piéger surtout des hommes politiques qu'il considérait comme des adversaires. Donc il y avait une démarche sérieuse derrière. Oui, oui, absolument, oui. Il y avait une démarche politique, donc historique. Il aimait ridiculiser ses adversaires politiques, avec des communications téléphoniques de jour, de nuit, etc. Ça, il laisse le souvenir d'un grand comique aussi. Il y a des enregistrements de lui, sur Radio La Voix du Lézard, sur Skyrock, etc. Mais il restait toujours fidèle à lui-même. Il faisait du judo avec ses adversaires. C'est-à-dire qu'il poursuivait toujours son idéal transcendant, son idéal d'européiste. Et il se permettait de fréquenter tous les gens et leur contraire. Et il pouvait raconter tout et son contraire. Fait que moi, je ne le prenais plus au sérieux, quelquefois. On l'appelait, au lieu de Guillaume Faye, on l'appelait Guillaume Fou. Il aimait ça. Mais je dis, oui, oui, je suis fou. Bon, et alors, les gens sérieux en bonne santé mentale, aujourd'hui, sont des larbins, des lèche-bottes et des fonctionnaires de l'État jacobin. Oui, je pense qu'aujourd'hui, Erasme aurait fait l'éloge de Guillaume Faye. Certainement. Yann Bertillon, vous parliez tout à l'heure des détracteurs de Guillaume Faye. Alors c'est un sujet un petit peu sensible, mais bon, j'ai quand même envie de vous poser la question. Que s'est-il passé entre Guillaume Faye et la Nouvelle Droite ? Moi, je dirais que ce qui a caractérisé essentiellement la démarche de la Nouvelle Droite à partir de 1981, c'est ce qui a été nommé la métapolitique. La métapolitique inspirée par Gramsci, à savoir le combat culturel pour influencer la société. Et donc Guillaume a participé à cette démarche et je pense qu'à un moment donné, 4, 5 ans après, 6 ans peut-être, il s'est aperçu que ça consistait à collaborer avec le système en place dans une démarche donc réformiste,
euh, pour changer progressivement ce qui existe, alors que lui était plutôt dans sa démarche artistique de grand inspiré, un révolutionnaire et non pas un réformiste. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas, ça ne l'intéressait pas du tout, de s'intégrer dans ce qui existe, à faire partie d'eux. Ce qui l'intéressait, c'est de créer justement ce qui n'existe pas encore. C'est la définition de l'artiste authentique. Et Guillaume était un artiste authentique, inspiré par Faouët, comme je disais tout à l'heure, son nom de baptême de chevalier, d'initié. Je pense que Faouët est un esprit qui est d'une intelligence supérieure et qui s'est servi de Guillaume Faye pour réaliser une nouvelle civilisation européenne basée sur les États-régions, c'est-à-dire sur les peuples européens authentiques, et non pas sur les États-nations qui ont divisé l'Europe et organisé l'abattoir des Européens comme en 14-18, et ensuite d'ailleurs. Bon. Guillaume était conscient de ça, et ne se retrouvant pas, comme j'en ai déjà parlé, dans une société qui était la sienne, c'est-à-dire la société occidentale, judéo-chrétienne, marchande, du grand marché, du capitalisme marchand et de la matière. Ce grand esprit avait beaucoup de mal à accepter, à survivre dans ce monde-là. Il a essayé de s'intégrer au monde bourgeois, et il a épousé une très belle femme en 79 ou 80, je crois. Il a essayé de créer un foyer, il a eu une fille et tout. Il a essayé de s'adapter au monde bourgeois. Mais en fait, ça a explosé. Il est très difficile d'être à la fois créateur, faire exister ce qui n'existe pas, et en même temps administrateur de ce qui existe déjà. Moi, je connais des dizaines, peut-être même quelques centaines d'artistes dans le milieu des peintres, des sculpteurs à Paris, de Montparnasse, ici même à Montmartre, où je vivais en haut de la butte autrefois, qui ont eu recours, comme dans les banlieues, à des drogues, etc., pour supporter un monde qui n'est pas le leur. Et c'est ce qui est arrivé à Guillaume. Il a abusé de la canette de bière et du punch à une époque. Certains disent qu'il a pris des drogues plus dures, mais c'est faux. C'est faux, et je lui ai souvent posé la question, il m'a toujours dit que c'était faux. C'est un gars qui avait suffisamment de ressources spirituelles pour ne pas avoir besoin de ce genre de substitut. Maintenant, comme il me disait, les chiens aboient, la caravane passe. Et il avait qu'un profond mépris pour tous les petits fonctionnaires roquets du système en place et de leurs collabos, quoi. Alors, pour continuer sur les questions qui fâchent, la question juive, la nouvelle question juive,
pour reprendre un titre donc d'un ouvrage de Guillaume Fay qui a fait pas mal de bruit sur la question du philosémitisme ou du philosionisme de Guillaume Fay face à l'antisémitisme qui accourt dans certains milieux de droite dite dure. Quel est votre point de vue là-dessus, sur le lien, le rapport de Guillaume Fay avec la communauté juive? Quand j'ai connu Guillaume, il était souvent question d'antisémitisme. C'était tout un bouillon de culture entre sémitisme, judaïsme, sionisme, et comme responsabilité du système occidental, bancaire, de Rothschild, etc. Dans toute l'Europe américanisée. Et dans ce bouillon de culture-là, moi je faisais remarquer, toujours, car depuis les années 60, dans l'Emzao, c'est-à-dire le mouvement national breton et non pas un nationaliste, le mouvement national bresonne, nous étions en contact avec Ben Gourion, David Ben Gourion, et le mouvement sioniste exemplaire pour nous, afin de reconstruire Breizh, l'État Breizh, qui est à la Bretagne, un peu ce qu'est Israël à la Palestine. Donc j'avais fini par convaincre Guillaume que le meilleur exemple pour les nationalistes en Europe, c'était les sionistes qui ont réussi à reconstruire un État national dans leur pays qu'ils avaient perdu depuis 2000 ou plus de 2000 ans, quoi. Alors tout ça, ça s'est mélangé ensuite avec différentes appellations. Mais bon, à mon avis, le meilleur exemple à suivre à citer pour parler de l'orientation de Guillaume, c'est qu'il est devenu, comme moi-même, philo-sioniste, comme référence pour tous les nationalistes du monde, puisque les sionistes sont aussi victimes, l'État d'Israël est victime, du système marchand mondialiste dirigé par Wall Street. Oui, toujours à propos du bouillon de culture entre juifs, sémites, sionistes, banquiers, etc., il faut essayer de préciser que les mouvements nationaux, nationalistes, comme le mouvement breton, le mouvement en Italie, en Grèce, en Espagne, etc., et en Israël, le mouvement sioniste, sont une chose qui résiste au système du libéralisme mondial, qui a intérêt à détruire toutes les limites des hommes en tant qu'individus ou en tant que peuple, c'est-à-dire les frontières, pour les uniformiser et les atomiser sur la planète, pour en faire une grande masse de consommateurs dans la société de consommation du grand marché dirigé par les banquiers comme Rothschild ou Goldman Sachs, etc., à Wall Street. Il est évident que ça n'a rien à voir avec mon marchand de légumes, mon copain David qui est sur le marché Edgar Quinet, ou mon copain brancanteur William
sur le marché aux puces de la porte de Vanves. Donc il faut essayer de préciser de quoi on parle. Hein. Sauf à savoir que tous les juifs sont des banquiers comme Rothschild. Je ne vois pas en quoi être anti-banquier serait être anti-sémite, bien évidemment. Donc il faut rejouer les cartes, replacer les cartes sur la table pour savoir de quoi nous parlons. De toute façon, le système libéral, comme j'ai déjà dit, est en train de détruire la planète et arrive à sa fin, puisqu'il est fondé sur l'exploitation des ressources de la planète Terre et qu'elles arrivent à leur fin. Donc c'est le système avec... Ouais, Guillaume Faye avait bien fini par comprendre tout ça et jouait avec les idées. Il ne faut pas oublier que c'était un artiste, comme je l'ai déjà dit, et qu'il vivait dans un roman. Il écrivait au quotidien le roman de sa vie et il jouait des rôles très différents, quoi. Et il s'amusait beaucoup avec ces gens de la société qui n'étaient pas la sienne et qu'il méprisait profondément en se jouant d'eux, en se moquant des uns et des autres. Des uns et des autres qui faisaient partie du système et qui n'étaient plus libres, car lui, sa grande fierté était d'être resté un homme libre bien inspiré par son être intérieur très fort qui lui permettait de fréquenter tout le monde, les uns et les autres, de gauche, de droite, du bas, d'en haut, etc. Il restait sûr de lui et de son rôle de chevalier au service de l'idéal transcendant européen de la grande Europe des peuples, des régions. J'avais bien compris ça puisque je parlais beaucoup avec lui de Breizh, de l'Alsace, puisque moi je suis d'origine de Breizh par mon père et d'Alsace par ma mère. Et Guillaume avait fini par reconnaître que la République actuelle, l'État jacobin, n'était pas la France. Et que la France réelle, européenne, était détruite justement par la République et l'État jacobin qu'on identifie maladroitement à la France aujourd'hui. Et il avait fini par être d'accord avec moi qu'il nous faut construire une République fédérale française des peuples de France, exemplaire pour la grande Europe des peuples d'Europe, c'est-à-dire la grande Europe européenne et non pas l'Union européenne, qui n'est pas l'Europe mais qui est plutôt l'Euromérique. Le fédéralisme de notre association et le fédéralisme en général, consistant à considérer que la vérité est paradoxale et que nous devons faire l'unité dans la totalité paradoxale. Les fédéralistes ne sont pas de gauche ou de droite, ils sont et de gauche et de droite. Ce ne sont pas des hémiplégiques politiques. Ils ont un cerveau gauche, un cerveau droit, une main gauche, une main droite, et un pied gauche, un pied droit, et ils avancent comme ça dans l'histoire en considérant que l'un et l'autre doivent
s'unir pour atteindre le but commun sans se laisser disperser et diviser par nos ennemis, qui ne cherchent qu'à diviser pour régner sur nous-mêmes, pour diriger l'humanité. C'est bien pour ça qu'il avait compris, Guillaume, que son intérêt était de bien étudier la matière de Bretagne et l'histoire de Lemzao, et qui l'avait réveillé en lui cet esprit poitevin. Il se réclamait souvent du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes. Et c'est pour ça que ce qu'il appelait cette vieille France du Poitou-Charentes va l'accueillir bientôt en son sein, puisqu'il a tenu à rejoindre le caveau familial des Failles dans le village de Jaunet-Clan, près de Poitiers. Il avait repris conscience de son origine régionale. Et que pensez-vous de la vision de Guillaume Faye sur le monde occidental, qu'il voyait comme déclin avant tout, et comme une décadence de la civilisation européenne? Ah bah oui, l'Occident comme déclin, ça a été décrit par Spengler autrefois, et Guillaume n'a fait que reprendre ces thèses de Spengler comme l'Occident de base judéo-chrétienne. Il l'opposait à l'Europe de base indo-européenne, c'est-à-dire philosophique, donc païenne. Et le judéo-christianisme a entraîné l'universalisme, donc l'individualisme, qui est nécessaire au libéralisme pour se propager sur le monde et faire de la planète un grand marché mondial, et même mondialiste, comme nous en avons déjà parlé plusieurs fois. J'ai dit le judéo-christianisme, ce qui rejoint la problématique actuelle du sionisme, du sémitisme, du judaïsme, etc. Et le bouillon de culture, comme je disais tout à l'heure, parce que les gens font une confusion, ils mélangent tout. Alors que les concepts pour moi, de judaïsme, de sémitisme, de sionisme sont complètement différents et même opposés. Le sionisme est un nationalisme israélien avec lequel nous sommes d'accord, puisque tous les nationalistes d'Europe peuvent s'entendre avec les sionistes contre l'universalisme et le mondialisme qui détruit les peuples et les pays, les frontières. Le judaïsme est une religion, comme le christianisme, messianique. Et ce messianisme consiste à considérer que tous les peuples de la planète doivent suivre cette religion du messianisme qui, elle seule, doit mener l'histoire des peuples vers une finalité du paradis sur terre, et non pas dans l'au-delà, de la Jérusalem céleste qui descend dans le monde des peuples pour les uniformiser et en faire une masse de consommateurs dans la société
de consommation. Depuis l'origine du christianisme, on le retrouve. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de mâles, il n'y a plus de femelles, il n'y a plus de juifs, ni de grecs, ni de romains. Il n'y a plus de différence entre les peuples. Tous doivent se retrouver dans Christ. Voilà. Ça, c'est donc la base de l'uniformité et non pas du droit à la différence des peuples et à disposer d'eux-mêmes. Guillaume Faye adorait, comme provocateur qu'il était, comme comédien, capable de dire tout et le contraire de tout à un quart d'heure d'intervalle, il adorait susciter les vocations dans le sens donc de la renaissance des peuples d'Europe contre l'uniformité du mondialisme. Il suscitait des vocations, il était donc pro-vocation, donc pro-vocateur. Et il adorait utiliser les forces de l'adversaire pour le mettre à terre dans ses contradictions. Il adorait faire du judo et non pas de la boxe. Il était très habile pour ça, pour manier la dialectique dans les polémiques. Oui, parce que ce que vous décrivez avec le mondialisme pose la question du bonheur et de l'état de bonheur. Et moi, je me souviens qu'un des derniers discours de Guillaume Faye, en tout cas des propos qu'il a tenus assez récemment, à propos de l'état de bonheur, il était très clair là-dessus. Il lui disait, moi je ne cherche pas à être heureux puisque le bonheur c'est un état statique qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et l'important c'est d'être dans une dynamique. Et pour lui, la création, on crée, et c'est là le véritable bonheur. Et là, on n'est plus du tout dans l'homme consommateur et heureux de l'être, et inerte. Oui. Bon, de toute façon, avec des stratégies différentes, il allait dans le même sens que beaucoup de ses camarades qui le critiquaient, parce qu'ils ne le comprenaient pas, c'est-à-dire vers la même finalité, qui est la renaissance des peuples, non seulement de l'Europe, mais du monde. Il y a un début à tout. Donc on ne peut pas faire une révolution culturelle sur la planète entière du jour au lendemain. Pour moi, il est évident que cette révolution culturelle peut commencer en France, puisque les cultures de France ont été détruites par le centralisme jacobin et la République, comme il l'a dit, il la nomme universelle, une et indivisible. Et cette renaissance commençant en France pourra servir d'exemple à l'Europe, et ensuite l'Europe fédérale des États-régions, des peuples, au monde entier, peut-être. Bon, ça c'est un rêve, mais tout commence par un rêve dans l'histoire. L'Europe européenne, c'est la grande Europe, la grande fédération des régions. Oui, il y avait une différence entre Guillaume et moi. Nous nous réunissions dans l'idéal transcendant de l'Europe des peuples, mais nous étions très différents par nos origines, non seulement ethniques, mais sociales. C'est-à-dire que lui venait de la bourgeoisie de Neuilly, d'une famille d'architectes, je crois. Moi, je venais d'une famille d'ouvriers de la banlieue sud de Villejuif, et j'avais eu une formation plutôt marxiste à l'école Karl Marx à Villejuif et à l'université nouvelle du Parti communiste. Ce qui ne m'empêchait pas, effectivement, en tant que fédéraliste, de fréquenter des nationalistes bretons et même français dans toute une démarche paradoxale
puisque mon propre grand-père paternel était un des fondateurs du premier parti nationaliste breton en 1911, avec Émile Masson, et qu'ils étaient ensemble plutôt dans l'héritage de Proudhon, donc plutôt socialo-anarchiste, etc. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que je faisais plutôt cas du combat, de la lutte sociale, et non pas du combat des luttes raciales comme Guillaume. Oui, il me semble, Yann Bertillon, que vous aviez des discussions, des disputes philosophiques à propos de la différence entre État et société, et ce qu'on pouvait tolérer dans la société et ce qui était intolérable dans l'État. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu vos différences de point de vue sur ce plan-là? Oui. Il faut dire tout d'abord que Guillaume a été secrétaire de l'association Kervreis dès juillet 1985. Il fut membre du cercle Maxen-Vlédic, adoubé par Goulven Pennaud comme chevalier d'honneur dans le cercle druidique. Aussi bien Kervreis que le cercle Maxen-Vlédic sont des associations fédéralistes. Donc dans cette association, nous avons toujours essayé de fédérer des gens très différents et même opposés. Des anarchistes de la fédération anarchiste, comme Jean Charrier, Yvon Briand, etc. Des gens nationalistes, comme Jean-Gilles Maliarakis et bien d'autres. Et aussi de la nouvelle droite, comme Alain de Benoît, donc Guillaume, Jean-François Gauthier, etc., Patrick Rizzi, enfin bref, et des communistes aussi, comme François Damez, Dominique Blanc et tout bon. Et donc j'ai toujours essayé de renforcer la dialectique à l'intérieur de l'association. Ce qui fait qu'avec Guillaume, j'ai toujours eu beaucoup de différends, parce qu'il avait tendance toujours à ramener, à faire du réductionnisme racial, en combattant l'islam, les Africains, etc., les Arabes et tout. Alors que moi, vu mon expérience d'enfance, d'adolescence, de jeunesse, j'ai toujours eu plus tendance à faire du social, sans réfuter le problème racial, mais il ne faut pas tout ramener à ça. Je pense que la société européenne, les peuples d'Europe peuvent tolérer le 1% d'Africains, le 1% d'Asiatiques ou le 1% de Maghrébins, mais non pas des 10 ou des 15 ou 20%. C'est tout. Mes meilleurs amis d'enfance de l'école Karl Marx à Villejuif sont des Algériens, des Kabyles et des Marocains. J'ai aussi beaucoup d'amis africains pour avoir beaucoup travaillé et fait des missions humanitaires au Sénégal, au Bénin et d'autres pays d'Afrique pour faire des chantiers, travailler dans des cases de santé et fait des conférences dans les lycées et collèges techniques du Sénégal. Donc nous avions souvent des disputes et nous nous sommes même fâchés plusieurs fois, Guillaume et moi, mais c'était un vieux copain qui cherchait à atteindre le même idéal que le mien. C'est pour ça que nous ne nous sommes jamais quittés depuis 40 ans. À propos de la formation de Guillaume Faye, il aurait pu faire carrière dans le système. Il ne l'a pas fait parce qu'il était inspiré par son être intérieur qui le poussait à s'engager vers un idéal transcendant en dehors du système
qui remettait en cause le système en place pour créer autre chose. Donc c'est très difficile dans ce cas-là de faire le compromis. Évidemment, il aurait pu certainement être ministre en étant un bon petit militant fidèle au RPR. Un bon énarque. Oui, il aurait pu se faire chiraculer dans les années 90 dans le gouvernement Raffarin. Hein. Mais ses détracteurs l'ont alors accusé de tas de perversions. Il était soi-disant pédophile, acteur de pornographie, etc., etc. Bon, sauf que moi je demande à voir les films et les condamnations, les jugements, etc. Bon, c'est toujours pareil, c'est les commérages des minusabins qui sont jaloux des hommes qui les dépassent de plusieurs têtes. Ben là, vraisemblablement, on va voir apparaître des tas de légendes là, qui vont courir sur Guillaume Faye. Là, ça va être le moment des grands déballages et un petit peu chacun va dire un peu, va projeter ses propres fantasmes. Ben, ça sera tout à son honneur. Hein. Il va certainement devenir juif, homosexuel, franc-maçon, flic, agent du Mossad, indicateur, etc., etc. C'était simplement pour moi un artiste marginal qui est resté authentique et fidèle à lui-même, parce qu'il est resté fidèle à son être intérieur. Et il pouvait se permettre, effectivement, en étant très fort intérieurement, toutes les fantaisies extérieures, sans se remettre en cause lui-même. Est-ce qu'on peut parler d'un rapport de détachement de Guillaume Faye à la matière? Bah, absolument. Moi, j'ai toujours fait du sport et j'essayais toujours de l'entraîner avec moi à la piscine, au gymnase club et aussi à Denfert Rochereau, à la salle du Club Med. Et il refusait tout le temps, il trouvait toujours un prétexte. Il se foutait pas mal de son corps. C'est-à-dire, c'était un pur esprit et il a complètement négligé sa santé. Il refusait de voir les médecins. Il s'est même fâché avec moi parce que je voulais l'entraîner à l'hôpital pour consulter en urgence quand il avait beaucoup de mal à marcher et à respirer. Il refusait. Voilà. Son œuvre passait avant tout. Oui, sa mission spirituelle passait avant son corps matériel. Oui, quand je parle d'œuvre, c'est un petit peu au sens, un peu beaucoup même, au sens alchimique du terme. C'est-à-dire l'œuvre en tant que mission philosophique. Ça, il était parfaitement conscient de ça. Il est parfaitement conscient de ça. Et un peu comme Socrate, il se sentait un peu partout chez lui, avec tout le monde. Il discutait avec tout le monde sur le trottoir, au bistrot. Il était d'un abord très facile. Et il était prêt à dédicacer un bouquin sur le comptoir et à commencer une conférence dans l'arrière-salle dans les 5 minutes qui suivaient. Hein. Alors Guillaume Faye aimait beaucoup citer Socrate, parce qu'il expliquait que Socrate, pour lui, c'était la figure du philosophe combattant, c'est-à-dire celui finalement dont la spiritualité naît de l'engagement au combat. Il rappelait toujours que Socrate était d'abord hoplite avant d'être le penseur que l'on sait. Oui, oui. Bah, Guillaume était un guerrier. Hein. Il l'a prouvé. C'était un guerrier, surtout un guerrier des idées.
Hmm. Mais il n'est pas étonnant que son livre sur la guerre, son dernier livre titré Guerre civile raciale, soit sorti au mois de mars, et qu'il ait choisi le mois de mars, hein, du dieu de la guerre, pour quitter ce monde qui n'était pas le sien. Hmm. Hein, et là, je pense il est en chemin vers son étoile, et certainement d'abord vers la planète Mars, je veux dire, hein, qui l'accueillera avec honneur, et fidélité. Eh bien, je pense que avec ces deux mots, non pas de la fin, mais du début, parce que la mission de Fawet est loin d'être terminée. Et je crois qu'il y a toute une jeune génération, j'en suis même sûre, toute une jeune génération qui va non seulement lire son dernier ouvrage, mais justement découvrir, lire et faire lire tous ses ouvrages précédents. Et je pense qu'il a su transmettre et il a su faire des disciples. Oui, Fawet est reparti, là, est en train de repartir là d'où il venait, dans le cadre de l'enseignement ésotérique. C'est une âme qui a déjà vécu tellement d'incarnations qu'elle elle est suffisamment évoluée pour mépriser la matière et apporter un enseignement spirituel pour des siècles. J'aurais presque envie de dire que Guillaume Fay était une sorte de médium. Parce que vous m'aviez dit hors caméra que vous l'aviez vu des fois écrire et être tellement absorbé par ce qu'il écrivait que il était complètement absent du monde qui l'entourait. Ah oui, il n'entendait plus rien. Et donc il était presque possédé, peut-être par des forces qui l'ont dépassé à un moment donné, je ne sais pas. Même à l'écoute, il n'entendait pas. Ouais. Quand ce qu'on lui disait à côté. Ça, vous avez été témoin Ah oui, de oui, oui, ça. absolument. Ouais. C'était d'ailleurs un peu agaçant, parce qu'il fallait partir, quoi. Puisqu'il n'en avait rien à foutre de ce qu'on lui disait à côté de lui, quoi. Ouais. Donc on était là dans un processus médiumnique presque magique et pas intellectuel. C'est qu'il était possédé. Quand il était en état de création, il était possédé. Hein, j'ai connu cet état-là en faisant ma peinture comme lui faisait sa littérature. C'est qu'on ne voit plus le temps passer. Et c'est pour ça qu'il a été très intéressé par notre association, par le cercle Maxen Lédic, qui cherchait à incarner justement l'esprit traditionnel et les symboles. Par exemple, là, j'ai rajouté le dragon, l'aigle et le tribane. Ce sont les symboles. Le dragon de la matière et l'énergie, c'est-à-dire le corps physique. L'aigle, l'émotion et la raison, c'est-à-dire le corps psychique. Et le tribane, les trois corps de l'esprit, c'est-à-dire le corps métaphysique et spirituel. Et immédiatement, quand il a pris connaissance de ce que nous avions créé à partir de 83, il a embrayé pour participer à nos cérémonies
et il s'y chantait chez lui, quoi. C'est-à-dire vers le sommet de la pyramide. Alors je crois d'ailleurs que vous lui avez offert ce dernier ornement en forme d'aigle comme symbole sur sa poitrine. Ah, son aigle impérial, c'était son aigle du cercle Maxen-Ludic, oui. Il part avec comme symbole pour le guider, pour qu'il puisse retourner chez lui, dans son vrai domicile, d'où il est arrivé il y a 69 ans. Guillaume Faye Fawet fut pour moi, pendant de longues décennies, un frère d'armes et un frère d'âme. Guillaume Faye, je t'avais bien dit que tu étais malade. Bon voyage, Fawet. Laisse tomber Guillaume Faye dans la poussière. Bon voyage dans la lumière, et que ton dieu Mars, Arès ou Taranis t'accueille avec tous nos dieux, comme ils ont l'habitude d'accueillir ceux qu'ils ont élus.